Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Bien dans ma thèse. Si vous êtes actuellement étudiant et que vous vous posez des questions sur le doctorat, qu'est-ce qu'un doctorat, pourquoi faire un doctorat et comment s'y prendre, si vous êtes déjà actuellement doctorant et que vous souhaitez entendre des retours d'expérience de d'autres doctorants, être inspiré et surtout vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, ou bien si vous êtes déjà docteur et que vous souhaitez en apprendre plus sur d'autres domaines que le vôtre. Bienvenue, je m'appelle Mathilde, je suis actuellement en 3e année de doctorat et je suis la fondatrice de Bien dans ma thèse. Au travers de ces épisodes, je pars à la rencontre de vous, doctorantes et doctorants, pour que vous puissiez nous partager vos retours d'expérience, vos quotidiens, vos angoisses, vos peurs, mais aussi vos joies. Alors installez-vous bien confortablement et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Elisa, merci d'avoir accepté de faire ce podcast Bien dans ma thèse. Merci à toi de me recevoir et de me permettre de discuter un petit peu de ma thèse et de mon projet de recherche. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, comme pour tous les invités, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours scolaire et surtout que tu nous expliques si le doctorat, c'était quelque chose que tu avais toujours envisagé après du coup ton bac plus 5 ou si finalement ça s'est présenté à toi un peu comme une opportunité ou plutôt un moyen de rester un peu dans les études après ton bac plus 5. Alors, donc je m'appelle Elisa Turc, donc après mon bac littéraire, je me suis inscrite en faculté de droit. J'ai souhaité intégrer une licence de droit avec une option et un parcours droit de l'Union européenne, parce que pour moi c'était super important de continuer les langues à l'université. Hein, j'avais fait énormément d'anglais renforcé au lycée et je trouvais que c'était important de garder ça. Et en fait, je suis presque tombée amoureuse au fil de ces années du droit européen, que j'aurais pas du tout pensé. Donc, le droit public, pour moi, c'est vraiment dessiné au cours de cette licence. À la fin de ce parcours, j'ai intégré un master 1 en droit public. C'était vraiment la continuité de ma licence et ça me paraissait être le choix le plus judicieux par rapport à ce que j'aimais et ce que je voulais faire. Une fois mon master 1 terminé, j'avais vraiment envie de travailler dans un domaine qui m'attirait depuis longtemps. C'était le domaine de la santé. Hein. J'ai énormément apprécié étudier au fil des années des petites choses, des petits arrêts qui se rattachent à la matière de la santé. Et je me suis toujours dit, tiens, y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Et ensuite, au niveau, avant de rentrer en master 2 droit de la santé, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital avec ma maman. J'y allais pratiquement toutes les semaines et c'est vrai que de me retrouver à l'hôpital, j'étais confrontée à des problématiques parfois, sans vraiment m'immiscer, mais j'entendais des choses, je voyais des choses et j'avais du coup envie d'intégrer un cursus qui me permettait d'approfondir un peu à la fois mes connaissances et de pouvoir concrétiser mes envies. Donc du coup, j'ai intégré un master 2 en droit de la santé, donc qui s'appelle droit et politique de santé, toujours à l'université de Lille. Hein. J'ai fait vraiment toutes mes études à l'université de Lille. Je me suis vraiment beaucoup épanouie là-bas. Et une fois arrivée en Master 2, c'est là où j'ai enfin pu concrétiser le projet de thèse que j'avais en tête depuis le départ. J'ai toujours voulu faire de la recherche. Une fois que je suis arrivée en faculté de droit, c'est vrai que dans l'amphi, avec les professeurs, je me suis tout de suite sentie à l'aise et j'avais vraiment envie d'être à la place de mes professeurs. Donc, je me suis vraiment renseignée tout au long de ces années et on m'avait vraiment dit, voilà, il faut que tu fasses un doctorat et ensuite que tu commences une carrière universitaire en parallèle avant de pouvoir accéder à ce métier. Donc, j'avais toujours gardé ça en tête, mais c'est pas facile quand on est en licence, même en master 1, d'être pris au sérieux quand on dit qu'on veut faire une thèse ou d'avoir la possibilité de concrétiser ça. Donc, une fois rentrée en master 2, je savais que c'était vraiment l'année décisive pour moi. Je me suis vraiment rapprochée de ma directrice de master 2 parce qu'elle avait énormément d'influence dans le domaine de la santé au niveau de la recherche. Et je savais qu'au niveau des thématiques de recherche qu'elle avait déjà exploitées et qu'elle souhaitait exploiter, ça pouvait totalement correspondre avec ce que je voulais entreprendre comme recherche. Donc au début d'année, je me suis présentée à elle en lui disant que je voulais absolument faire de la recherche et que je souhaitais être aidée et accompagnée tout au long de cette année dans les étapes, la recherche de financement et aussi pour monter le projet de thèse qui m'a pris énormément de temps. Hein. C'est un gros morceau de l'année de Master 2.
Alors, avant de te parler de tout ton processus, voilà, de comment tu as monté ton projet de thèse, etc. Est-ce que dans ton domaine, bon, moi, je suis vraiment pas du tout dans ton domaine, le doctorat, c'est quelque chose dont on vous parle quand même en licence déjà? Est-ce que c'est un sujet qu'on aborde? Est-ce que vous avez, par exemple, des réunions d'information sur le doctorat ou en fait, c'est à vous d'aller chercher l'information si vous êtes intéressé? Alors en licence, non, on n'en parle pas vraiment. D'ailleurs, même en licence, on parle vraiment des Master 1 et de la sélection plutôt, de ce que m'en souviens. Par contre, en Master 1, on commence vraiment à avoir des travaux, des devoirs à rendre qui sont beaucoup plus centrés sur la recherche que ça ne l'était en licence. En Master 1, j'ai le souvenir d'avoir réalisé plusieurs mini-mémoires de recherche où on ne devait pas simplement rendre une dissertation de 5-6 pages, mais plutôt commencer à construire un petit dossier de recherche d'une vingtaine, voire d'une trentaine de pages, avec beaucoup d'insistance sur la bibliographie et les sources. Donc on a eu quelques informations au niveau de la recherche et du doctorat, déjà en Master 1, de par ces exercices qui sont un peu plus pointus. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu l'information réellement sur qu'est-ce que le doctorat et comment il se met en place. C'est vraiment moi qui, dans mon temps personnel, allais chercher l'information sur le site de l'université et le site de l'école doctorale en essayant de me projeter un peu sur comment je dois faire. Une fois rentrée en Master 2 et une fois que j'ai pris rendez-vous avec ma directrice et que je lui ai vraiment parlé de ce projet, là, par contre, j'ai été tout de suite accompagnée, que ce soit par elle ou par l'école doctorale, les responsables administratifs. Là, j'ai vraiment eu un accompagnement une fois que j'étais en Master 2. En Master 1, on commence à parler de la recherche comme étant une possibilité, mais c'est pas la grande finalité. Après, il y a quelques Master 2 qui ont dans leur plaquette des parcours recherche. J'en ai en droit public, j'en ai un en tête à Lille qui justement permet aux étudiants qui sont dans ce master 2 là de choisir entre une voie professionnelle plutôt orientée sur passer le barreau ou passer des concours de la fonction publique, et ensuite ils ont un parcours un peu plus centré sur la recherche et sur la thèse qui peut aboutir ou pas à un contrat et à une entrée en doctorat. Mais sinon, il y a vraiment que ce master-là en droit public que j'ai en tête. Sinon, c'est vrai que j'ai été chercher l'information. J'étais très motivée, donc j'ai essayé de chercher l'information par moi-même. Alors, dans ton domaine, donc tu as un peu abordé le sujet, tu as parlé du fait que tu as monté ton projet de thèse, que tu as cherché des financements. Par rapport à ce que moi j'ai connu, c'est vrai que nous, on a souvent la possibilité finalement de postuler à des sujets de thèse où il y a déjà des financements alloués. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en général, comment ça se passe dans ton domaine et comment ça s'est passé pour toi, toute cette étape? Alors moi, je sais que tout de suite, quand j'ai abordé le sujet avec ma directrice, parce que ça, c'est vraiment c'était important pour moi de trouver un financement. Donc elle m'a vraiment expliqué toutes les possibilités. Elle m'a expliqué le fait qu'il y avait possibilité de faire un contrat CIFRE, donc avec une entreprise qui finance les recherches de thèse. Mais le souci, c'est que dans ma branche en droit de la santé, c'est assez compliqué d'aller chercher des financements au niveau des hôpitaux, parce que l'argent est souvent manquante. Et trouver une entreprise, ça ne collait pas du tout avec, je ne voyais aucune entreprise qui pouvait s'intéresser à mon sujet, parce que l'objectif de ce type de contrat, c'est justement de donner à l'entreprise et de recevoir également de l'expérience et des connaissances. Ensuite, elle m'a indiqué qu'il y avait possibilité d'avoir des contrats doctoraux au niveau de l'université. Donc, elle m'a tout expliqué la phase de processus, que c'était plutôt en fin d'année, en fin d'année, plutôt vers septembre qu'il y avait ces contrats, mais qu'on était nombreux à postuler et qu'il y en a souvent très peu. Donc ça, c'était la possibilité que j'avais. Ensuite, elle m'a indiqué le fait qu'on pouvait avoir des contrats par la région Hauts-de-France, des contrats région, et c'est exactement ce que j'ai eu. J'ai obtenu un contrat région comme source de financement. Parce que je n'arrivais pas à trouver d'autres moyens de financement et je ne voulais pas attendre d'aller jusqu'au concours en septembre, parce que c'est vrai que c'est aussi beaucoup de stress de devoir attendre aussi longtemps. Il y avait également une autre possibilité, c'était de faire un contrat doctoral dont une partie était financée par la région, une partie par l'Union européenne, et il fallait que je trouve les 20% restants
de financement. Alors, j'ai essayé pendant plusieurs mois de chercher, parce qu'à la base, c'était vraiment en attendant les contrats régions et les contrats doctoraux de mon université. Je me suis centrée sur ce premier contrat en me disant, voilà, je dois trouver 20% de financement. Donc, j'ai contacté énormément d'hôpitaux, d'associations, et la réponse a souvent été la même. Le sujet est intéressant, on veut bien vous accueillir, on veut bien vous accompagner, mais on n'a pas de source de financement. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué au début de pouvoir se projeter, de continuer à monter le projet de thèse, à monter la bibliographie, tout en sachant qu'on n'avait pas de certitude au niveau du financement. Et donc on a candidaté avec ma directrice à un financement régional dans le cadre d'un projet interdisciplinaire qui a été accepté au niveau de l'Université de Lille, qui comprend toutes les composantes, c'est-à-dire des composantes en philosophie, en sociologie, en économie, en droit, et j'en oublie sûrement parce que c'est vraiment une collaboration qui est très, très vaste. Et donc, dans le cadre du projet Axois-Vie, qui parle de la prise en charge de la fin de vie et justement de comment les soignants vivent et accompagnent les personnes en fin de vie au sein des services, j'ai été financée par la région Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, pour 3 ans. Ok. Donc ça, c'est le soulagement, le fait de ne pas devoir aller au concours. Oui. Bah, Voilà. tu vois, je savais même pas que les concours des écoles doctorales étaient aussi difficiles dans d'autres disciplines parce que nous, du coup, en sciences dures, j'ai fait des guillemets là, c'est très difficile aussi d'obtenir des bourses des écoles doctorales. Et vraiment, j'avais aucune idée que dans d'autres domaines, c'était aussi compliqué. Donc, C'est très compliqué en fait. Alors j'ai quand même passé une phase de sélection. On oui. a en fait on a proposé le sujet à la région, il a été retenu et ensuite j'ai quand même passé une audition devant un jury composé à la fois de professeurs d'université et également de représentants de la région. Donc j'ai passé également une audition comme celle que les candidats des contrats doctoraux par l'université passent. J'ai vraiment effectué toutes ces étapes de sélection et j'ai eu les résultats de mémoire début mai, quelque chose comme ça. Mais j'avais quand même les conditions suspensives, à savoir obtenir mon master 2 à minima 13 de moyenne et également mon mémoire de recherche. J'avais des critères qui pouvaient faire que que j'aurais pu ne pas pu décrocher ce contrat, mais ça a été le cas. J'ai travaillé pour. Mais c'était un soulagement d'avoir. Oui, bien sûr. Je savais que c'était très compliqué. C'est Bah, très en dur. tout cas, félicitations à toi, parce que tu voulais vraiment faire ce doctorat. Oui, Alors, en parlant de ça, du coup, est-ce que tu peux nous dire finalement le sujet de ta thèse, en quoi ça consiste, sur quoi tu travailles et à quoi ressemble finalement ton quotidien de doctorante en droit de la santé? Donc du coup, moi, mon intitulé de thèse exact, c'est la clause de conscience en droit de la santé, approche juridique, éthique et sociale. Alors, l'objectif de ma thèse, c'est vraiment de cerner et d'analyser la clause de conscience chez les professionnels de santé dans le cadre d'actes médicaux qui sont plus spécifiques, à savoir l'avortement, la stérilisation. Ça touche également les recherches sur les cellules souches et les embryons. Et au niveau de la partie, parce que j'étudie énormément la partie droit belge, l'euthanasie, puisqu'en Belgique, ils ont inséré dans leur législation une clause de conscience pour les médecins pour la pratique de l'euthanasie. Donc en fait, je travaille vraiment sur cette clause de conscience et je travaille sur des actes, sur l'encadrement juridique et également la vision éthique de l'avortement, de la stérilisation et des recherches sur les cellules souches. Donc j'ai quand même une grosse partie où j'ai dû les premiers mois presque me faire au langage scientifique et un petit peu aux termes médicaux. Ça a été une partie un petit peu difficile, mais avec la motivation et le travail, on s'y fait assez facilement. Et en fait, comme je touche au droit belge avec la clause de conscience et l'euthanasie, j'ai toute une partie sur ma thèse qui parle de la fin de vie, de comment on prend en charge la fin de vie en France au niveau de nos soins palliatifs, afin de mettre mes recherches en parallèle avec la prise en charge de la fin de vie en Belgique. Et l'objectif, c'est vraiment de comparer et de voir s'il n'y a pas possibilité d'établir des mécanismes entre nos deux législations, puisque comme j'habite à la frontière belge, je sais qu'il y a énormément de ressortissants français qui passent la frontière pour, alors pas profiter, mais pour avoir accès aux législations belges et au recours à l'euthanasie. Donc ça, c'est vraiment l'intitulé de ma thèse, le contenu et les thématiques sur lesquelles je travaille. En ce qui concerne mon quotidien, ma première année de thèse, j'ai pas donné de TD. C'était une exigence dans mon contrat que la première année de thèse, on ne pouvait pas accéder à l'enseignement et dispenser des TD. Alors j'étais un peu déçue sur le coup, parce que c'est vrai que c'est toujours quelque chose
qu'on attend avec impatience. Mais avec du recul, je me rends compte que j'ai pu profiter de cette première année pour vraiment lire énormément, construire ma bibliographie et creuser un petit peu des petites pistes en fonction de mes lectures et pouvoir un peu me cantonner vraiment à l'actualité à la fois française et belge. Et ça prend énormément de temps. Une journée type, bah, c'est par exemple, je décide souvent à l'avance quelle thématique je vais faire par semaine. Par exemple, je sais qu'au début de ma thèse, je me disais, tiens, cette semaine, je vais travailler sur les cellules souches, sur le statut des embryons et des fœtus. Une semaine après, je me disais, bah tiens, là maintenant, je vais vraiment me focaliser sur l'avortement parce que ça mérite un peu plus de temps. Bah tiens, finalement, je vais en passer 2 ou 3 semaines. Et j'ai essayé vraiment au début de scinder entre les différents actes médicaux afin d'avoir une vue d'ensemble avant de vraiment m'intéresser en détail à la clause de conscience. Et il faut savoir que comme j'avais déjà réalisé un mémoire de recherche durant mon M2, j'avais vraiment axé sur la partie historique de mon sujet. J'ai retracé dans mon mémoire de recherche toute l'histoire de l'avortement pour justement arriver à la naissance de la clause de conscience. Donc ça m'a énormément soulagée dans ma quantité de travail en première année parce que j'avais déjà balayé tout l'aspect historique ou au moins une grosse partie. Donc c'est vraiment un conseil que ma directrice m'avait donné de centrer mon master 2 sur une partie historique ou une partie du sujet de thèse. Et aujourd'hui, je le regrette pas du tout parce que je vois que ça m'a permis d'avancer un peu plus rapidement que si je n'avais pas fait ce travail-là. Si je comprends bien, tu es quand même assez solitaire dans ton travail. Je suppose que tu n'es pas rattaché à un bureau, à un laboratoire ou quand même tu as un lieu où tu peux aller Alors, au niveau de l'université, j'ai eu accès à un bureau. Donc, je partage un bureau avec 3 autres collègues qui sont un petit peu plus avancés dans leur doctorat. Et alors ça a été vraiment d'une grande aide. Parce Ouais. que c'est vrai que quand on arrive en thèse, j'ai mis du temps à trouver une méthode de travail, à s'organiser soi-même. Parce qu'au final, on n'a pas, même si on a des échéances avec notre directeur et des objectifs à maintenir, on est un petit peu autonome dans notre manière de travailler. Donc, j'avais du mal au début à me donner des objectifs et à trouver cette méthode. Et le fait de partager un bureau dans le laboratoire de mon université avec des doctorantes qui sont un peu plus avancées, mais qui quand même ont déjà du recul, hein, finalement, bah, elles ont vraiment pu m'aider à bien appréhender la thèse et à bien me mettre en route. Et c'est vrai que ça a été indispensable à la bonne réussite, surtout de ma première année, d'avoir de l'échange avec les personnes de mon bureau, mais également avec le laboratoire, parce qu'on est un laboratoire où on a beaucoup de doctorants. Et on est assez présent pour la plupart sur le site de l'université. Donc même je sais qu'on a tendance à laisser la porte du bureau ouverte parce que on croise des collègues, on discute, on fait des petites pauses café et on discute à la fois soit de la thèse, soit du doctorat ou alors de choses complètement autres et ça fait du bien. Non, sincèrement, j'ai vraiment de la chance d'avoir la possibilité d'accéder à un laboratoire et avoir du contact avec des collègues. Bon là, c'est vrai qu'avec le confinement bon, j'ai passé le premier confinement du coup à la maison et c'est vrai que c'est pas pareil. Travailler Ouais. vraiment tout seul, enfin chez soi, J'allais justement rebondir dessus, vu que tu étais en première année. Comment tu as vécu, toi, ce confinement par rapport à ta thèse? Bon, c'est vrai que selon les domaines, le fait que les travaux expérimentaux soient arrêtés, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que toi, tu as quand même réussi à avancer comme tu l'aurais souhaité, vu que tu étais finalement dans ta recherche bibliographique? Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place? Alors j'ai anticipé quand je commençais à entendre que ça allait vraiment être un confinement ou qu'on allait passer vraiment dans une fermeture des universités. J'ai fait un gros stock, à mon avis, comme beaucoup d'entre nous, un gros stock de livres en me disant, bah, même si c'est peut-être pas des lectures que j'avais envisagées tout de suite, au moins j'avais ça sous le coude. C'est vrai que ça a été compliqué de travailler à la maison. Bah, c'est arrivé au mois de mars, donc ça faisait pas longtemps que j'avais commencé le doctorat. Ça a été compliqué, mais j'ai réussi à m'organiser pour quand même assurer un minimum, si je puis dire, même si c'est pas non plus, mais voilà, pour assurer quand même, pour essayer d'avancer un maximum. Et j'ai quand même réussi à tenir, je pense, mes objectifs. J'avais eu des rendez-vous thèse par visio avec ma directrice pendant le confinement où je pouvais énormément compter sur elle pour m'encadrer. Même elle était vraiment à l'écoute. Donc ça, c'est vrai que le confinement, ça a été dur, mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Après, la seule chose, oui, c'est le fait de plus avoir accès, comme on le souhaite, aux ressources de la bibliothèque. Le fait, du coup, de moins avoir de contact et d'être un peu plus solitaire, qui peut des fois un peu peser sur le moral. Mais l'avantage de notre domaine, c'est qu'on n'avait pas, enfin, en tout cas pour ma part,
J'avais pas prévu de partir en immersion pendant cette période-là, comme c'est la première année, c'est encore tôt. Et j'avais pas non plus, je dois pas travailler sur, comme vous dites, des travaux expérimentaux. J'ai pas de, c'est pas pratique, c'est vraiment de la recherche pure. Donc ça a été un soulagement. Mais c'est vrai que là, le fait de repartir comme ça, heureusement que j'ai les cours en visio, que du coup maintenant je donne des cours, Ouais. ça un peu plus la semaine que le premier confinement où il fallait vraiment s'encadrer, s'encadrer, s'encadrer. Bah, parfaite transition, j'allais te demander comment ça se passe pour toi le début des cours en tant que doctorante. Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que déjà tu as eu, comme peut-être pas des formations, mais tu as eu des outils, des documents pour t'aider? Parce que bon, bah, enseigner, ça s'apprend quand même. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe pour toi? Alors, j'avais prévu d'abord de suivre la formation cette année, parce que l'université donne des formations au niveau pédagogie. J'avais regardé pour l'en faire une, mais bon, manque de bol. Avec le confinement, c'est vrai que ça a pris un sacré coup. Non, j'étais très enthousiaste à l'idée d'enseigner. C'était vraiment quelque chose que j'attendais depuis très très longtemps. Donc, au premier, enfin, dès que j'ai su les matières que j'allais enseigner et les supports, c'est vrai que je m'y suis mise tout de suite. Hein. Cet été, je commençais déjà à préparer des supports pédagogiques. Ça, c'était vraiment super. Alors, j'enseigne pour deux professeurs qui tous les deux sont très présents. Au niveau à la fois des explications, de l'encadrement et du suivi. On est vraiment très encadré avec des professeurs qui sont présents si jamais on a des questions sur, bah tiens, comment on doit aborder tel sujet. Donc ça, c'est vraiment un soulagement de me dire que je suis pas toute seule, que les professeurs sont présents pour nous accompagner. Après, j'enseigne comme je le ressens. Enfin, c'est-à-dire que je suis les programmes, je suis les méthodes et les enseignements que nos professeurs que les professeurs nous donnent, mais j'enseigne vraiment à mon ressenti. Je prends le temps. Alors là, c'est un peu plus compliqué en visio maintenant qu'on y est passé, mais je fais attention à ce que quand je vois un étudiant qui tout de suite se crispe un peu, bah, j'arrête tout de suite et on discute de ce qui va pas. Je pense que j'ai une fibre pédagogique. Hein, j'ai toujours donné des cours de soutien quand j'étais plus jeune, même à des enfants qui ont des difficultés au niveau scolaire. J'ai vraiment beaucoup de patience et ça me plaît de développer des outils pédagogiques. Donc, je pense que, enfin, j'ai toujours voulu faire ça. Donc, je pense que ça s'apprend et c'est pour ça que je vais suivre des formations dès que ça va reprendre. Mais il y a une part de moi qui a l'impression d'être vraiment faite pour ça. Ouais, Je donc tu es à m'éclate l'aise, quoi. énormément et ça se passe bien. Après, c'est vrai que ça a été compliqué. Hein. Oui. Le premier cours, je pense que juste avant, derrière la porte, j'avais le cœur qui battait. J'étais hyper stressée. Quand je suis rentrée, j'étais tellement stressée que j'ai oublié de dire bonjour sur le moment. Enfin, du coup, je me suis reprise, j'ai soufflé un bon coup. Mais c'est vrai que je me souviendrai toujours de ce premier cours. C'est vrai qu'on l'oublie pas. Mais Tout à fait. dès le suivant, j'étais beaucoup plus à l'aise. Je pense que le premier, c'est vraiment le grand bain où il faut sauter et c'est tout, quoi. Il faut y aller. Maintenant, ça va. Même par visio, je me suis vraiment faite au temps à respecter, aux matières, vraiment à comment les enseigner, comment prendre des exemples. Je me sens vraiment à l'aise. Mais c'est vrai que le premier cours. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vont se passer finalement tes années d'études qui vont suivre, tes années de doctorat? Est-ce que tu vas avoir de plus en plus de charges d'enseignement? Dans combien de temps tu penses finir ta thèse? Parce que c'est vrai que selon les domaines, ça change. Alors toi, donc tu as la chance d'être financé, mais je suppose qu'en droit, c'est pas toujours le cas. Oui. Donc comment tu envisages les années qui vont suivre concernant ton doctorat? Donc là, il me reste donc cette année-là et l'année d'après où je suis financée, hein, parce que j'ai obtenu un financement de 3 ans. Donc, donc cette année, là par exemple, j'ai 3 groupes de TD et au semestre prochain, j'en ai 2. L'année prochaine, je pense rester sur le même rythme, 2 ou 3 au premier et ensuite pour faire 5. Vraiment, je pense que en tout cas pour l'instant, je m'y retrouve assez bien. Donc je pense reprendre ce même modèle l'année prochaine. Par contre, une fois mon financement terminé, il faut que je trouve une autre source pour me financer. Donc, soit je candidate donc à des contrats d'ATR, hein, d'attaché d'enseignement, soit à plein temps ou à mi-temps, en fonction des contrats qui sont proposés dans mon domaine et en fonction aussi de ce que je souhaite. Parce que l'objectif ne sera pas le même en termes de durée de thèse si je m'oriente vers un contrat à temps plein, par exemple, après les 3 ans, parce que la charge d'enseignement sera normalement plus importante.
Ou alors, si je ne souhaite pas obtenir de contrat pour continuer à être chargée de TD, à avoir ça comme source de financement, il est possible aussi que j'envisage de travailler dans ma branche. Mais dans ces cas-là, je pense que j'essayerai de trouver un contrat qui me permette de me dégager peut-être une après-midi pour faire essentiellement de la recherche et ensuite travailler sur mon temps libre le week-end, les vacances. J'ai ces possibilités-là. Pour l'instant, je n'envisage pas plus l'une que l'autre. Je me dis que je verrai bien l'année prochaine en fonction de l'état d'avancement de mon sujet. Si vraiment cette année-là, elle a été très productive et que je sais que la thèse sera finie plus rapidement, j'opterai du coup peut-être pour un contrat d'enseignement ou là, à temps plein peut-être si j'ai la possibilité. Il faut savoir que nous, en droit, la durée de thèse est assez longue. Oui, j'allais te demander en la moyenne à peu près. Souvent, c'est à peu près 5-6 ans, à peu près. Enfin, en tout cas, des doctorants que je connais qui ont soutenu, c'est souvent des durées entre 5-6 ans. Je connais très, très peu de doctorants en droit qui ont, à la fin des 3 ans de financement, terminé la thèse. De toute manière, ma directrice a été très claire là-dessus en me disant que c'était impossible de terminer à la fin des 3 ans. L'objectif, c'est vraiment de les utiliser ces 3 ans à bon escient et d'avancer un maximum. Là, pour l'instant, je pense être sur un bon rythme. Mais je pense, je ne me mets pas de pression en me disant, voilà, il faut que dans 4 ans, dans 5 ans, ce soit fini. Mais c'est vrai que je me dis, voilà, ça peut être bien d'être dans la fourchette, dans la moyenne, en disant, voilà, 5 ans, c'est pas mon objectif principal. Je veux dire, c'est toujours mieux si c'est moins, mais si j'ai besoin de plus de temps, je veux pas me décevoir. Donc, je me laisse vraiment le temps au temps et je préfère aller doucement et faire attention à pas me tromper en allant trop vite. De toute façon, quand on regarde les moyennes de durée de thèse dans d'autres pays, il n'y a qu'en France où on fait une thèse en 3 ans. C'est trop court. Oui, c'est très, très court. Oui. Ça veut dire déjà qu'il faudrait que j'ai fait mon plan il y a déjà quelques mois et que je commence déjà à rédiger pratiquement au mois de mars, avril. Il faudrait déjà que je me mette à rédiger et pour avoir fini en 3 ans. Enfin, ça me paraît vraiment... Après, je sais qu'il y a des disciplines où peut-être ça s'y prête peut-être un peu plus. Mais en tout cas, nous, les moyennes, c'est 5 ans, à peu près, plus ou moins. D'accord. Ok. Est-ce que tu as déjà un peu des idées de ton après-thèse ? J'y ai pensé tout de suite. Je pense que tous les doctorants pensent déjà à l'après-thèse avant même d'avoir mis les pieds dedans. Pas toujours, tu sais. En fait, j'ai déjà réfléchi à mon objectif, vraiment celui que je veux. C'est celui de nombreux doctorants, je pense, accéder à l'enseignement supérieur, à des postes de maître de conférence ou alors passer l'agrégation. C'est vraiment quand on veut suivre une carrière universitaire, ce sont les objectifs. Mais comme je suis en train de mettre en place un partenariat, une collaboration avec l'Université de Louvain en Belgique pour justement l'apport droit comparé et droit belge de ma thèse, je ne me ferme pas non plus les portes d'aller voir ce que la Belgique peut proposer au niveau de l'enseignement supérieur. Parce que c'est vrai qu'habitant vraiment à quelques minutes de la Belgique et ayant cette possibilité de collaborer avec une université, je me dis que ça peut être aussi un de mes projets qui resterait dans l'enseignement supérieur. Après, je sais que je suis déjà consciente, j'ai mis les pieds dans la thèse et avec ce projet en sachant très bien les difficultés d'accéder à cette profession, à la fois parce que au plus les années passent, au plus les postes sont limités, au plus les candidats sont de plus en plus nombreux et de plus en plus compétents. On est beaucoup à diversifier nos profils pour justement se distinguer et on arrive à des moments où des très bons candidats n'obtiennent pas de poste alors qu'ils le méritent amplement. Donc, consciente de ça, j'ai déjà réfléchi à ce que je souhaitais faire. Alors, il faut savoir qu'actuellement, en droit, une fois qu'on est docteur en droit, on a la possibilité de s'inscrire au barreau sans passer par le concours, en fait. On ne doit pas passer le CRFPA, qui sont les examens ou le concours, ça dépend. Il y a aussi une petite dualité là-dessus, si c'est un concours ou un examen d'entrée. Mais en tout cas, nous, on est dispensé une fois qu'on est docteur de ces formalités et on intègre en fait la formation d'avocat directement. C'est une possibilité, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça.
Je pense que si jamais j'arrive pas à obtenir de qualification au CNU et à trouver un poste de maître de conférence, je pense que je m'orienterai plutôt vers des postes de juriste en droit des patients parce que ça s'inscrit énormément dans ma thèse. Je suis passionnée par le droit des patients, j'en fais vraiment au quotidien et je me vois pas, une fois la thèse terminée, arrêter de travailler sur ces questions-là. Donc j'envisage, oui, de trouver un poste en tant que juriste en gestion des usagers, en droit des patients, soit dans les hôpitaux ou alors dans les établissements, dans les EPSM, dans les établissements où on a des populations qui sont prises en charge à cause, enfin, par des symptômes mentaux. Ça également, ça m'attire énormément parce qu'il y a énormément de problématiques derrière en droit des patients qui sont encore plus que dans d'autres établissements, je pense, à protéger. Ce sont des personnes vraiment vulnérables et donc tout ce qui touche à la vulnérabilité, ça m'intéresse énormément et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Donc pourquoi pas envisager des pistes au sein d'établissements de ce type afin de travailler en droit des patients, dispenser des formations également au niveau des hôpitaux pour justement diffuser les droits et les obligations des patients afin que les soignants soient au courant des actualités et également de la théorie, même s'il y a un gros écart et je le vois vraiment entre la règle et entre la mise en pratique de cette règle. Mais voilà, c'est accompagner également des équipes soignantes au quotidien sur des questions juridiques en droit des patients, ça m'intéresserait énormément. Donc voilà, j'ai déjà un peu réfléchi à, si jamais le rêve ne se concrétise pas dans l'enseignement, à trouver un domaine ou plusieurs domaines qui m'intéressent où je pourrais m'épanouir. Toujours trouver un plan B de toute façon. C'est ça, il y en a même qui me disent trouve un plan C. Oui. Je voulais savoir si c'était pas trop compliqué pour toi moralement quand même de travailler dans le domaine que tu as choisi. C'est quand même psychologiquement, ça doit te prendre une sacrée charge mentale en plus de la charge mentale du doctorat. Comment tu gères ça? Tu arrives un peu à dissocier le travail et ta vie Alors, personnelle? c'est vrai que je travaille sur des thématiques, alors sur des thématiques qui sont sensibles, hein. C'est vrai que c'est toujours compliqué quand on me demande sur quoi je travaille, d'expliquer un petit peu mes sujets de recherche. Automatiquement, alors, bien évidemment, j'entreprends ces recherches avec une impartialité et une neutralité. Ça, c'est primordial. Mais comme j'avais dit à mon audition de thèse, on m'avait posé la question, on ne peut pas travailler sur des domaines touchant à l'avortement, à la fin de vie ou à la stérilisation sans avoir déjà un engagement ou un point de vue. Il faut savoir que moi, je suis vraiment très axée sur le droit et les libertés des patients. Hein, c'est quelque chose que je prône énormément. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, quand on discute avec d'autres personnes, c'est un peu compliqué. On voit souvent la réaction des gens. Moi, j'aime bien quand je vais chez le médecin et qu'il me demande ce que je fais dans la vie. Souvent, quand j'explique que je travaille sur la clause de conscience, que je fais un doctorat, que je mène une thèse là-dessus, on arrive très facilement à savoir sur le visage du docteur, s'il est partisan pour ou partisan contre. J'essaye de le prendre comme ça, j'essaye de prendre ça avec simplicité en me disant que moi, je suis passionnée par mon sujet. Il fait partie de ma vie parce qu'on vit au quotidien. Je pense que moi, je dis toujours que mon sujet de thèse, c'est comme un bébé. Parce qu'au final, ça fait partie de... Non, mais c'est vrai, ça fait vraiment partie de nous. Oui. On se lève le matin, on pense à notre thèse. On se couche le soir, on pense à notre thèse. C'était hors de question de travailler sur un sujet qui ne me passionnait pas. Après, c'est vrai que plutôt pour la partie fin de vie, c'est un peu compliqué. C'est vrai que j'ai toujours besoin, quand je travaille sur la fin de vie, quand je fais des sessions sur la fin de vie, de prendre un peu de temps. C'est-à-dire que quand je lis, par exemple, des ouvrages où on parle de la réglementation juridique, ça va. C'est facile. Mais j'aime bien aussi regarder énormément de reportages sur comment la fin de vie est prise en charge en France ou en Belgique, des témoignages. Et là, par contre, une fois que j'ai terminé des témoignages de personnes qui vont jusqu'en Belgique pour demander à être euthanasiées, bah là, j'avoue qu'après, c'est un petit peu compliqué de se remettre tout de suite dedans. Donc, j'ai toujours besoin de faire une petite pause, de me changer les idées, d'aller marcher ou de lire un bouquin qui a rien à voir avec la thèse pour dire de faire une transition. Après, je travaille sur la fin de vie parce que ça me touche aussi personnellement de par ma maman qui, enfin, je veux dire, ça la touche elle, pas actuellement, mais je sais que c'est quelque chose qui pourrait la toucher à un moment de sa vie. Et de me dire que je travaille pour rendre la fin de vie la plus digne et essayer de peut-être faire changer les choses ou donner ma contribution à ce que la prise en charge de la fin de vie soit la plus digne et la plus libre possible, ça me conforte et ça me fait quelque chose de me dire que je peux contribuer, même pas que pour ma maman, mais
pour d'autres personnes. Je sais que on est tous touchés par la fin de vie, que ce soit par un proche, par un ami ou par une connaissance, et de me dire que derrière les questions que je traite, il y a des humains et il y a des personnes avec des sentiments qui vont vivre ça. Ça me permet un petit peu de me sentir utile. Et c'est ça que j'aime bien dans mon sujet de thèse, c'est que je sais que ce que je vais écrire et ce que je vais véhiculer, même si c'est à une petite échelle, ça va servir. Et ça fait du bien. Ça permet justement de contrebalancer avec des fois les sentiments qui peuvent être un peu forts. Bah, parfaite transition, j'allais te demander si, de par ta relation avec ta directrice de thèse, avec ton équipe de laboratoire, avec tes collègues, est-ce que tu te sens aujourd'hui bien dans ta thèse par rapport aussi au travail que tu mènes et au sujet que tu abordes? Alors, je suis parfaitement bien dans ma thèse. Ça, c'est vrai que ça, je le dis, hein, ma thèse, ça fait partie de moi. Ça fait déjà, bon, 1 an que je travaille dessus en tant que doctorante, mais déjà, durant mon année de M2, ça faisait déjà partie de mon quotidien. Je suis bien, je suis à l'aise dans le doctorat. Je me sens hyper intégrée dans mon laboratoire de recherche. J'ai énormément de chance parce que j'ai une directrice de thèse qui est très présente, qui est très à l'écoute et avec laquelle c'est très facile de communiquer. Encore il y a quelques jours, j'avais une petite interrogation face à mon sujet de thèse parce que une proposition de loi avait été acceptée et votée, et j'avais énormément de doutes. Et le simple fait de lui en parler, d'avoir son avis et son regard, bah ça me conforte dans certaines idées, et ça me fait du bien de pouvoir échanger avec une personne qui déjà a la même vision que moi au niveau de mes recherches, et qui déjà me fait énormément confiance. Ça fait du bien, et je pense que ça contribue au bien-être d'un doctorant, de savoir qu'il est soutenu par sa directrice ou son directeur, et que même si parfois on peut avoir des difficultés, de savoir qu'on peut en parler librement, ça c'est appréciable. Je sais qu'elle m'a toujours dit, et même au niveau de l'école doctorale, hein, au niveau de l'équipe administrative, on nous a toujours dit, au moindre souci, il faut pas attendre les rendez-vous annuels, parce qu'on a des rendez-vous annuels avec l'école doctorale. Il faut le dire tout de suite, parce que c'est à ces moments-là qu'on peut aider et intervenir. Donc, sincèrement, je me sens bien dans ma thèse par rapport à mon sujet et mes recherches. Je me sens bien intégrée dans mon laboratoire avec mes collègues, et au niveau de mon équipe, au niveau de ma direction, sincèrement, je me sens vraiment hyper soutenue et hyper écoutée, et ça fait même plaisir parce que quand je travaille, je me dis que je dois rendre fière un peu ma directrice de thèse, et quand on fait des rendez-vous thèse et que je vois que mes arguments ou mes idées sont acceptées et sont bien comprises, et au contraire qui sont encouragées, ça fait vraiment plaisir. Pour terminer, si tu avais des conseils à donner dans un premier temps à des étudiants et des doctorants en droit, par rapport, je sais pas, ça peut être des conseils méthodologiques ou des conseils pour bien vivre sa thèse, et si tu as d'autres conseils un peu plus généraux pour d'autres doctorants. Alors, on me dit souvent, enfin, je sais que je reçois beaucoup de messages sur Twitter d'étudiants qui me disent, moi aussi j'envisage la thèse, moi aussi j'envisage de faire un doctorat, mais par contre j'ai pas des bonnes notes, je suis en 3e année, j'ai vraiment pas de bonnes notes, c'est compliqué. Moi, j'ai toujours, par exemple, sur ce point-là, en licence, j'ai validé ma licence avec 11,7 de moyenne. Alors, c'est une bonne moyenne pour moi, mais c'est pas, enfin, je veux dire, comparé à d'autres personnes qui avaient des moyennes beaucoup plus élevées, moi, je dis toujours, il n'y a pas que ça dans le dossier pour accéder à la thèse. Il y a également la motivation qui peut faire énormément, le fait d'être très intéressé par son sujet, et puis on commence vraiment à travailler dans les matières arrivant en Master 1 et Master 2. Donc, sincèrement, moi, je dis toujours aux étudiants qui s'intéressent à la thèse, donnez-vous vraiment à fond dans votre Master 1. Essayez vraiment de tout déchirer afin d'avoir votre Master 2 que vous souhaitez dans le domaine de spécialisation. Et une fois que vous êtes en Master 2, surtout, si vous êtes intéressé par la thèse, faites-vous connaître. Allez voir vos enseignants, même s'ils n'ont pas l'habilitation à mener des recherches. Parlez de votre projet, ils pourront vous orienter vers un collègue qui, lui, a cette habilitation et qui, lui, mène des recherches qui peuvent vous intéresser. Donc ça, c'est important. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait tout de suite dès la première semaine, d'ailleurs. J'étais un petit peu précoce, mais dès la première semaine, je suis allée voir ma directrice en disant, voilà, je voudrais qu'on discute des possibilités de la thèse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Ensuite, au niveau du doctorat, ce que moi, j'ai apprécié comme conseil de mes collègues, c'était elles m'ont dit, organise-toi vraiment bien. Tu fais une lecture. Alors, il faut pas s'étaler en la résumant, mais prends quelques notes de tes lectures, parce que peut-être dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, tu vas revenir à cette lecture que tu auras fait le premier mois de ta thèse et tu n'auras pas mis d'annotation. Donc, tu vas devoir te retaper entièrement la lecture d'un article de 20 pages. Tu vas perdre du temps. Et donc ça, je sais qu'elle m'avait bien expliqué qu'il fallait que je m'organise à toujours
annoter mes petites recherches, annoter mes lectures et bien organiser. Je sais que dans mon ordi, j'ai mis les mois, tous les mois que j'ai déjà effectués. Toutes les recherches que je fais durant le mois de septembre, ils sont stockés dans le mois de septembre. Et vraiment, j'ai essayé de scinder les sources, j'ai essayé de scinder les articles. Enfin, j'essaye vraiment de m'organiser un maximum parce qu'on m'a encouragée à le faire pour éviter d'être perdue une fois devant la rédaction. Voilà. Et donc, j'essaye de vraiment écouter tous les conseils. Et ça a vraiment été un conseil qui m'a fait énormément du bien dans mon organisation, le fait de travailler comme ça. Et aussi, je travaille par semaine. Alors, je sais pas si certains doctorants le font, si ça peut aider. Mais comme je disais, moi, voilà, je me dis cette semaine-là, je me focalise sur ce thème-là, sur cette lecture-là. Et une fois tant que c'est pas fini, je passe pas à autre chose. Même si ça découlait un petit peu, dépassait un petit peu. Voilà, là, je sais que cette semaine, j'ai travaillé sur un aspect un peu plus bioéthique de mon sujet. Voilà, j'ai pas encore terminé toutes les lectures que j'avais prévues. À mon avis, je vais un petit peu déborder sur le début de la semaine prochaine. Mais ça me paraît indispensable. La semaine dernière, je m'étais dit, tiens, pendant 2 jours entiers, je travaille sur le droit canadien par rapport à la clause de conscience et le principe de sincérité. Et en ces 2 jours, j'ai fait un travail incroyable. J'ai eu des idées qui sont venues, et je pense que si j'avais arrêté à la moitié de la journée ma lecture pour passer à autre chose, j'aurais pas eu la possibilité d'arriver jusqu'à l'aboutissement d'idées nouvelles. Donc ça, c'est important de prévoir un petit peu à l'avance et de se fixer des jours par rapport aux thématiques de recherche. Mais après, chacun travaille comme il le sent. Bien sûr, je pense que, comme tu le disais, c'est domaine dépendant parce que nous, par exemple, en sciences expérimentales, on peut pas se dire tiens, cette semaine, on fait qu'une expérience, tu vois, c'est pas possible. Mais effectivement, par contre, je te rejoins tout à fait sur le besoin de s'organiser, c'est important. Et n'importe quel domaine. Ah ouais, non, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Sincèrement, au début, c'était un petit peu... j'étais tellement contente les premières semaines de thèse que je lisais un peu tout. Je passais d'un article sur les cellules souches à un article sur l'avortement. Vraiment, j'étais pas cohérente dans ma manière de lire. Et je me suis vite rendu compte que ça allait être un frein. Et ça allait me faire prendre énormément de retard. Donc, je me suis dit, allez, on respire, on essaye de voir comment on peut s'améliorer. Et c'est grâce à mes collègues que j'ai réussi à trouver une méthode de travail. Et ça, c'est précieux, l'échange avec d'autres doctorants. Alors, je sais que c'est pas souvent possible parce qu'il y a des fois où on n'a pas d'accès au bureau, où on habite un peu loin du laboratoire, ou des fois on change même... On commence dans une unité de recherche et ensuite on change d'université. C'est compliqué, mais c'est vrai que échanger avec d'autres doctorants, même si c'est pas exactement... Moi, je ne discute pas avec des doctorants qui font ma spécialité en droit de la santé. Je connais des doctorants dans mon université qui font ce domaine-là, mais ils sont pas présents au niveau de l'université. Je discute avec des doctorants qui font des sujets en droit européen, en droit international, en droit constitutionnel. Donc ouais, ça reste du droit, mais c'est pas du tout les mêmes thématiques. Mais ça n'empêche qu'on peut totalement s'entraider les uns les autres, se soutenir moralement et s'aider par rapport à la thèse. Parce que c'est pas un concours, ça c'est un truc que je m'attendais pas à ressentir par certains moments. La thèse, c'est pas un concours. On va chacun à notre rythme. Ça sert à rien de se comparer les uns les autres. Chacun a des objectifs différents parce que sa direction, elle a une manière de fonctionner différemment. Moi, je sais qu'on m'avait dit pendant les 6 premiers mois, tu ne fais que lire. Là, sincèrement, on vient d'entamer la 2e année. J'ai des objectifs un peu plus précis, un peu plus poussés pour la fin d'année. Il y a des directions qui vont être différentes et donc ça sert à rien de se comparer. Et ça, il faut pas se mettre la pression, même au niveau des étudiants de tout domaine, de tout niveau. Il faut jamais se comparer à son voisin parce que on est différent, on n'avance pas de la même manière et c'est pas un tort. Chacun avance à son rythme et comme il le sent. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment dire parce que il faut s'entraider et il faut pas aller se comparer à d'autres. Très beau mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Bien dans ma thèse. Et oui, ça fait déjà une semaine que vous avez un podcast par semaine. Alors écoutez, j'ai pris le rythme de croisière, on va dire. Donc on se retrouve quand même la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux et notamment sur ma chaîne YouTube. Quelques vidéos sont en préparation prochainement, notamment des vidéos sur l'organisation, comme on aime, sur la situation actuelle et le bien-être des étudiants parce que c'est important d'en parler, et une vidéo sur la mobilité en doctorat parce que c'est une vidéo qui a été beaucoup demandée. Je vous souhaite une très bonne semaine, force et honneur.